Bienvenue dans les Mémoires du Cap-Vert. Aujourd'hui, nous sommes à Paris pour un échange autour d'un sujet essentiel, l'histoire du peuple capverdien à travers la génétique. On parle souvent du Cap-Vert comme d'un peuple né du métissage, marqué par la traite transatlantique, par la rencontre entre l'Afrique et l'Europe. Mais que dit la science ? Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Paul Verdu, directeur de recherche CNRS au Musée Homme National d'Histoire Naturelle sur le site du Musée de l'Homme à Paris. Il est spécialiste de la génétique des populations et il a mené plusieurs recherches sur l'archipel du Cap-Vert. Donc nous allons essayer de comprendre simplement ce que la génétique peut nous apprendre sur nos origines. Monsieur Paul Verdu, merci d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Alors, Monsieur Verdu, pour commencer, j'aimerais revenir sur votre parcours. Comment êtes-vous venu à travailler sur la génétique des populations ? Alors, sur la génétique des populations, c'est au cours de mes études. J'ai eu la chance de rencontrer des chercheuses et des chercheurs qui travaillaient sur l'histoire du peuplement humain, sur l'histoire de l'évolution de notre espèce, Homo sapiens, à partir de données génétiques actuelles, donc des échantillons d'ADN qui étaient prélevés chez les gens aujourd'hui. Ils travaillaient dans différentes régions du monde, sur différentes problématiques. J'ai trouvé leurs travaux, leurs présentations, leurs cours passionnants. Et je leur ai tout simplement demandé comment est-ce qu'on fait pour faire ça, pour faire votre travail. Et donc, à partir de là, je me suis orienté, comme tout le monde dans la recherche. J'ai eu la chance de faire un doctorat et suivi de post-doctorat pour ensuite passer des concours et devenir chercheur dans cette discipline qui est la génétique des populations. Alors, pour que nos éditeurs comprennent bien, quand on parle de génétique de population, de quoi parle-t-on exactement ? Alors, quand on parle de génétique de population, on parle de comprendre quelle est l'origine de la diversité génétique qu'on trouve aujourd'hui entre des individus, des organismes vivants. Si on s'intéresse à l'homme, on fait de la génétique des populations humaines. Donc, ce qui se passe là, c'est que on va regarder l'ADN qui est porté par des individus qui sont vivants aujourd'hui. On va regarder les différentes mutations qui font qu'il y a des différences entre les gens. Et on va mobiliser la théorie synthétique de l'évolution pour essayer de comprendre d'où viennent les différences qu'on a observées à ce moment-là entre les gens. Alors, d'où elles viennent, ça peut être, c'est au sens de l'évolution, c'est-à-dire de reconstruire comment ces mutations sont apparues, donc comprendre l'influence de la force de mutation sur la diversité génétique et de comprendre les forces de démographie, qu'on appelle de démographie, comme la migration ou les métissages génétiques, et également les forces de sélection qui peuvent spécifiquement cibler certaines mutations qui peuvent avoir un intérêt, par exemple, dans l'immunité ou ce genre de choses. Et enfin, les forces culturelles, puisque la culture est une force de l'évolution. Et comment toutes ces forces ont influencé l'évolution de notre espèce pour donner naissance à cette diversité génétique qu'on observe aujourd'hui. Donc la génétique des populations, c'est ça. Et c'est ça, quelle que soit l'espèce qui nous intéresse. Si vous décidez de travailler sur l'ADN des chats, vous allez faire exactement la même chose pour reconstruire l'histoire qui a donné naissance à la diversité des chats. Quand on travaille sur l'homme, on fait de la génétique des populations appliquée à l'homme. D'accord, mais concrètement, est-ce que vous arriveriez à peut-être schématiser ou donner des grandes étapes à partir du prélèvement jusqu'au résultat final ? Oui, tout à fait. Donc, l'idée, c'est ça, c'est qu'on commence par avoir besoin d'ADN. Donc, on va à la rencontre des gens et on leur demande un échantillon d'ADN. Donc, l'ADN, vous allez le trouver dans toutes les cellules, ou presque toutes les cellules d'un corps vivant, et y compris d'un corps humain.
Donc moi, par exemple, je travaille beaucoup avec la salive. Donc je demande aux gens de cracher dans une petite capsule Ok. pour avoir un échantillon de leur ADN. Il y a d'autres collègues qui travaillent plutôt sur le sang ou sur d'autres parties du corps avec le même objectif, c'est-à-dire d'aller chercher l'ADN qui est contenu dans les cellules des gens. Donc, une fois qu'on a cet échantillon biologique, on va au laboratoire pour extraire ce fameux ADN de cet échantillon, le purifier, le rendre propre, en fait, euh, pour ensuite, toujours au laboratoire, le séquencer, c'est-à-dire lire la séquence de lettres qui composent de molécules, en fait, qui sont au nombre de 4 lettres, A, T, G, C, adénine, guanine, cytosine et thymine, qui sont le nom en fait chimique de ces 4 molécules, Ok. dont la séquence compose la fameuse séquence de l'ADN d'un individu. Donc ça, on le séquence de façon à pouvoir tout simplement lire ce grand livre de l'ADN, ATGC, GCTTA, TTC, GTTA, et ainsi de suite. Il y a 6 milliards de lettres dans une cellule humaine, donc ça fait un très grand livre. Et on va faire ça avec tous nos échantillons d'ADN. L'échantillon de Monsieur A, l'échantillon de Madame B, on va séquencer leur ADN. Et puis ensuite, le travail de génétique des populations se passe à l'ordinateur. On va comparer ces séquences d'ADN, on va les aligner comme on alignerait 2 livres, et on va chercher toutes les lettres qui sont différentes entre 2 individus. Donc, sur les 6 milliards de lettres dans l'espèce humaine, aujourd'hui, il y a en moyenne 0,1% de différence, c'est-à-dire 6 millions de lettres parmi les 6 milliards qui sont différentes entre 2 individus. Tout le reste, c'est rigoureusement identique. D'accord. Donc, on va chercher ces 6 millions de lettres et on va compter les différences. Parfois, c'est un peu plus, parfois, c'est un peu moins. On va compter ces différences entre paires d'individus et on va faire ça entre tous les échantillons d'ADN qu'on aura collectés, entre toutes les paires d'individus. Et on va littéralement compter ces différences. Donc, pourquoi on a besoin d'ordinateur? Parce qu'il y a beaucoup de lettres et ça demande des gros calculs pour effectivement juste tout simplement compter le pourcentage de lettres qu'il y a de différents entre 2 individus. Donc ça, c'est de la description de la diversité. C'est ce que font toutes les sciences de la biologie, décrire leur objet biologique d'étude, donc dans ce cas-là, l'ADN. Et une fois qu'on a constaté que Monsieur A et Madame B avaient 0,12% de lettres différentes parmi les 6 milliards de lettres qui composent leur ADN respectif, eh bien, on va essayer de comprendre d'où viennent ces différences. Et pour cela, on va faire des mathématiques et encore une fois des statistiques et de l'informatique pour imaginer ce qui a donné naissance aux différences qu'on observe, aux différents scénarios. Quand est-ce que les populations qui ont donné naissance, les familles, les grandes familles biologiques qui ont donné naissance à ces individus, ont fait des bébés, qui ont fait des bébés, qui ont fait des bébés, qui ont fait des bébés, pour arriver à la diversité qu'on observe entre ces individus. Quand est-ce que les personnes étaient dans des familles qui ont décidé d'arrêter de faire des bébés ensemble, qui se sont isolées reproductivement? Quand est-ce que les familles qui ont donné naissance à cette diversité les familles au sens très large, encore une fois, très anciens, bien au-delà de ce dont on se rappelle nous, dans nos histoires familiales, quand est-ce que les familles ont décidé de migrer pour aller voir de l'autre côté de la colline et peupler le monde? Quand est-ce qu'elles ont décidé de migrer de nouveau pour se retrouver avec d'autres familles dont elles étaient isolées depuis très longtemps et de se remettre à faire des bébés ensemble? Donc on retrace tout ça à l'intérieur de l'ADN à l'aide de ces méthodes-là. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on propose à la communauté scientifique les scénarios qui permettent d'expliquer la diversité génétique qu'on observe. Et nos pairs, qui font le même métier que nous, eh bien, vérifient qu'on n'a pas fait d'erreur de calcul, qu'on n'a pas émis des hypothèses invraisemblables ou qui sont pas particulièrement intéressantes. Et une fois que c'est validé par la communauté, eh bien, nos articles scientifiques sortent sous forme de livres ou sous forme de chapitres de livres ou sous forme d'articles qui sont ensuite mis à la disposition de tout le monde, y compris les non-scientifiques. D'accord.
Alors, jusqu'à combien d'années vous pouvez aller faire vos recherches au niveau de l'ADN? Eh bien, c'est ça la puissance de l'ADN. Il n'y a pas vraiment de limite. Je peux regarder certaines parties de l'ADN qui me donneront des informations sur l'histoire de vos parents. D'accord. Mais je peux regarder d'autres parties de l'ADN que vous partagez en commun avec la jonquille. Il y en a 28% des lettres de votre ADN qui sont rigoureusement identiques à ce qu'on trouve dans la jonquille aujourd'hui. D'accord. Et donc, quand je regarde ces parties-là, eh bien, je peux reconstruire l'histoire très, très ancienne de l'évolution qui, d'un côté, a donné naissance aux jonquilles et de l'autre, à nous. Donc, c'est ça la puissance, d'ailleurs, de l'ADN, c'est qu'il permet de reconstruire plein d'histoires de l'évolution différentes en fonction des différentes régions de cet ADN auxquelles vous vous intéressez. Avec plus ou moins de puissance, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui est perdue, évidemment, sur le temps long, beaucoup moins sur les temps plus courts. Ouais. Mais concrètement, avec le même objet, l'ADN des individus, eh bien, vous pouvez regarder l'histoire des reproductions, parce que c'est ça qu'on regarde avec l'ADN. C'est qui a fait des bébés avec qui, quand, où. Alors, comment ça, on ne sait pas. Mais, enfin, si, on sait, mais on ne sait pas pour quelles raisons. En revanche, on regarde les mécanismes qui donnent naissance à la diversité qu'on observe. Diversité génétique qu'on a héritée de nos parents par l'ADN, qui eux-mêmes l'ont hérité de leurs parents, qui eux-mêmes l'ont hérité de leurs parents, et ainsi de suite depuis littéralement les origines de la vie. D'accord. Alors moi, justement, j'ai une question concernant vos recherches. Pourquoi avoir choisi le Cap-Vert comme terrain possible de recherche? Est-ce qu'il y avait quelque chose d'unique dans cet endroit qui vous ont poussé à aller faire vos recherches? Alors oui, il y a quelque chose d'unique au Cap-Vert, mais pour être tout à fait honnête, toutes les populations humaines sont uniques. Donc, l'intérêt que j'ai porté dans mes recherches au Cap-Vert est à la fois un intérêt scientifique qu'on pourra développer les raisons du pourquoi, mais c'est aussi l'histoire d'une rencontre entre scientifiques, d'une opportunité, d'une occasion. Il se trouve que je travaillais d'un point de vue très théorique à ce moment-là de ma carrière de scientifique. Je faisais des modèles mathématiques purs pour imaginer comment est-ce que je pourrais, à partir de données génétiques, reconstruire l'histoire des métissages génétiques dans le contexte historique de la traite esclavagiste. Mais il n'y avait pas de données, il y avait juste de la théorie. On s'imagine des populations, si ça s'est passé comme ci, alors je devrais trouver tel résultat. Si ça s'est passé comme ça, alors je devrais trouver tel autre résultat. On fait de la théorie. Et à ce moment-là, donc j'étais dans un laboratoire aux États-Unis, le laboratoire de Noah Rosenberg, qui à l'époque se trouvait à l'université de Michigan. Et il a été contacté par une collègue, une professeure de linguistique à l'université de Michigan, Marlise Battista, qui est d'origine capverdienne, francophone, puisqu'elle a longtemps grandi en France, et qui était partie aux États-Unis, qui était devenue professeure de linguistique et qui s'intéressait à la façon dont le créole capverdien se construisait comme langue et la diversité des différentes façons de parler et de construire les différentes variantes du créole capverdien. Et elle a contacté M. Rosenberg en lui demandant est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de faire des analyses conjointes entre génétique et linguistique pour mieux comprendre l'histoire du peuplement du Cap-Vert. Et Monsieur Rosenberg, qui est quand même un mathématicien, qui n'est pas du tout un anthropologue, il se trouve que moi, je venais de rejoindre le laboratoire, et il m'a dit, bah, écoute, Paul, il y a cette opportunité-là, toi, tu as déjà fait beaucoup de terrain en anthropologie, en Afrique centrale notamment, tu t'intéresses maintenant à ces questions sur l'histoire de l'esclavage, tu as travaillé déjà en Afrique centrale aussi avec des linguistes. Est-ce que ça t'intéresserait de construire un projet avec Marlise Battista? Et donc, bien sûr, je lui ai dit oui tout de suite. Et on a construit avec Marlise Battista ce projet sur le Cap-Vert en interdisciplinarité pour aller travailler sur l'histoire du peuplement du Cap-Vert. Donc, c'est avant tout une histoire de rencontre. Cette question, travailler sur l'histoire d'une population, je vous assure, vous travaillez sur n'importe quelle population, elle est D'accord. passionnante. Ok. Mais au Cap-Vert, pourquoi Eh bien, il y avait plein de choses qui nous intéressaient.
C'est la première colonie de peuplement européen dans l'histoire de la traite esclavagiste et de la colonisation européenne à partir du XVe siècle. Voilà, c'est la première église catholique construite en Afrique subsaharienne. C'est vraiment un lieu historique du début des colonisations européennes en Afrique à partir du XVe siècle. C'est un archipel avec des îles. Alors ça intéresse toujours beaucoup les généticiens des populations qui travaillent en tout cas sur les espèces terrestres, hein, parce que ça crée des isolements géographiques de fait. Et donc, ça nous permet de raisonner en fait l'histoire du peuplement par étapes. D'accord. Alors que quand on travaille dans un grand espace continu, comme un continent par exemple, eh bien, c'est plus difficile de savoir par où les gens sont passés. D'accord. Oui, là, ça vous permet de savoir d'île en île. Exactement, et de travailler vraiment sur cette unité d'île comme une espèce de micro-modèle de l'histoire du peuplement humain à l'échelle du monde entier, mais uniquement sur l'archipel. Donc ça, c'est vrai que ça intéresse souvent les généticiens des populations. Et en tant qu'anthropologue, c'était voilà, l'archipel était a priori inhabité avant la colonisation portugaise et le début de la traite esclavagiste. Donc c'était aussi c'est probablement un des derniers endroits peuplés de manière permanente par l'homme d'ailleurs. Donc ça nous donnait une espèce de micro-histoire comme ça qui était intéressante du point de vue de l'histoire du peuplement tout court. Et enfin, c'est une histoire qui est étroitement liée à celle de la traite esclavagiste, puisque c'est aussi les premiers lieux de la traite esclavagiste, conduite sous sa forme telle qu'elle a été conduite par les Européens à partir de leur colonisation au XVe siècle, et ce, même avant la découverte, entre guillemets, par les Européens des Amériques, et le début de cette autre histoire de la traite esclavagiste. Et enfin, le Cap-Vert s'est trouvé être, pendant toute cette grande histoire de la colonisation européenne et de la traite esclavagiste dans les 500 dernières années, s'est trouvé être une plateforme tournante de cette traite. Donc il y avait énormément de raisons, d'un point de vue purement d'histoire du peuplement, pour dire que le Cap-Vert est un endroit absolument incontournable pour qui travaille sur l'histoire de l'esclavage, mais également pour les gens qui travaillent sur l'histoire de la génétique humaine. Et enfin, voilà, le créole capverdien, le criolou, est le premier créole de cette époque-là aussi. Donc également d'un point de vue de culture et de linguistique, c'est passionnant de travailler sur le Cap-Vert pour toutes ces bonnes raisons. Mais encore une fois, j'insiste, c'est pas plus intéressant de travailler sur le Cap-Vert que de travailler sur d'autres populations humaines avec ces mêmes questions. Ok. Moi, j'ai une question. Je reviens juste en arrière par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le peuplement des Portugais de l'île du Cap-Vert. Alors, il existe parfois des débats sur une éventuelle présence humaine avant l'arrivée des Portugais. Est-ce qu'avec la génétique, on peut avoir des réponses sur ces questions? Alors, premièrement, il y a des travaux archéologiques qui montrent qu'il y avait des êtres humains qui sont arrivés au Cap-Vert avant l'arrivée des Portugais et le début de cette histoire-là de colonisation. En revanche, ce que montrent ces travaux, c'est aussi qu'il n'y avait pas de peuplement permanent. C'est-à-dire qu'il y avait probablement des populations humaines qui se sont retrouvées au Cap-Vert par naufrage, typiquement, et qui ont vécu là leur vie comme ils pouvaient. Mais ce ne sont pas des populations qui ont réussi à occuper de manière permanente l'espace. Donc ça, c'est ce que les archéologues nous racontent. Donc il y avait très probablement des humains qui sont passés au Cap-Vert avant, mais les peuplements n'étaient pas permanents. Avant, en tout cas, l'établissement de ces colonies par les Portugais. Est-ce que maintenant la génétique peut nous en parler? La génétique ne vous racontera que l'histoire de qui a fait des bébés, qui ont fait des bébés pour donner naissance à la diversité qu'on observe aujourd'hui. Toute personne qui ne fait pas de bébés ou qui fait des bébés, mais ses enfants à lui ou à elle ne font eux-mêmes pas de bébés, eh bien, moi, je ne les vois plus en tant qu'individus dans l'histoire de l'ADN que j'observe aujourd'hui.
Donc non, la génétique ne pourra pas vous parler, à partir de la diversité génétique aujourd'hui, Ouais. elle ne pourra pas vous parler de ce qui s'est passé mais qui n'a pas laissé De des enfants. traces et d'enfants. D'accord. Ils peuvent avoir laissé des traces, mais pas Pas forcément des d'enfants. enfants. Ok. Euh, En revanche, il y a des nouveaux horizons pour la génétique aujourd'hui, qui est la paléogénétique, où on va aller chercher l'ADN, non pas de gens qui vivent aujourd'hui, mais l'ADN qu'on va trouver dans des ossements, par exemple, des restes humains, euh, et qui nous donne en fait une espèce de voyage, la possibilité de faire un voyage dans le temps, Mm. et d'aller voir la diversité génétique de ce passé-là. Et donc peut-être, faut jamais dire jamais ou rarement dire jamais en biologie, peut-être que demain, on pourra étudier plus directement avec les outils de la génétique l'origine de restes humains qui prédateraient la colonisation par les Portugais et avoir une idée de l'histoire des êtres humains qui sont passés par le Cap-Vert avant que les Portugais colonisent cette île. Mais ça, ce sera pour le futur. Peut-être votre futur. Peut-être, Peut-être. c'est pas comme si on l'envisageait pas, mais ça pose Ouais. plein de questions et plein d'autres difficultés, et on verra ce que l'avenir scientifique nous réserve de ce point de vue-là. Alors, si on parle plus en détail de ce que vous faites sur le terrain, alors vous nous avez expliqué comment se passent les prélèvements, etc., d'ADN, mais quand vous arrivez sur une île, sur une des 10 îles du Cap-Vert, comment concrètement se déroulent vos recherches? Alors, il y a toute une phase préparatoire déjà qui commence par l'obtention d'autorisation de recherche. On travaille sur la personne humaine et il y a un cadre réglementaire international, éthique, très fort, d'ailleurs très intéressant, qui est notamment ancré la déclaration d'Helsinki, qui est une déclaration de l'ONU à travers l'OMS, qui encadre en tout cas toutes les recherches en biologie qui sont faites sur la personne humaine, que ce soit d'ordre médical ou, comme dans mon cas, sur des questions anthropologiques non médicales. Et elles disent qu'il faut obtenir le consentement des personnes qu'on va enquêter. D'accord. Pour obtenir ce consentement, il faut obtenir le consentement, c'est-à-dire présenter aux personnes qu'on va enquêter le projet de recherche tel qu'on l'a, essayer de le communiquer dans des termes suffisamment simples, euh, tout en étant correct, pas simplifié, pas simpliste, simple, auprès des personnes quels sont nos objectifs et qu'est-ce qu'on va faire avec les données, quels sont les risques que les personnes encourent à participer à cette étude s'il y en a, quels vont être les bénéfices ou l'absence de bénéfices pour les personnes directement inquiétées. Toutes ces choses-là, il faut pouvoir les décrire. Donc, avant même de commencer ces enquêtes et de réussir à collecter ce consentement éclairé des personnes, il faut que les comités éthiques nationaux, des endroits où on travaille pour faire cette recherche, euh, soient d'accord avec le fait qu'on aille faire ce genre de recherche. Comment c'était accueilli justement? Euh, Très bien. Comme vous savez, les comités éthiques qui s'occupent des recherches, en fait, ont l'habitude d'avoir des demandes de validation des protocoles. Donc là, le comité éthique au Cap-Vert, qui dépendait à l'époque, mais qui je crois dépend toujours du ministère de la Santé, vous prenez rendez-vous avec les gens, vous leur envoyez les documents que vous avez, et puis ils vous disent ah bah cette question-là, elle est un peu bizarre, faut faire attention à ci, à ça, peut-être qu'il faut changer ça. Voilà, et on travaille ensemble pour arriver à un accord sur l'autorisation de mener les recherches telles qu'on a dit qu'on l'a fait. Également sur les questions de comment est-ce qu'on va enregistrer et s'assurer qu'on va pouvoir protéger les droits des personnes qui sont enquêtées, que les personnes pourront décider de se retirer de l'étude à tout moment, qui est-ce qu'ils doivent contacter, etc., pour se retirer de l'étude si jamais ils décident le lendemain d'avoir participé qu'en fait, non, ils ne voulaient pas. Donc, voilà, c'est tout ça qui est mis en place. On est très bien reçu. C'est comme pour toutes les institutions partout dans le monde. C'est une question de moyens, c'est-à-dire les comités éthiques n'ont pas toujours assez de personnel pour traiter toutes les demandes qui sont faites. Et donc, ça peut prendre un peu de temps, mais on est toujours très bien reçu
par ces comités éthiques. Donc c'est plus une question matérielle de est-ce que les gens ont le temps, combien de fois ils se réunissent par an au comité pour délivrer les autorisations, etc. Donc ça, c'est la première chose qui se passe. Et puis, moi, j'ai eu la chance de pouvoir y aller avec Marlise Battista, qui, encore une fois, conduisait des recherches de linguistique, en fait, depuis longtemps, au Cap-Vert. Donc, il y avait déjà un réseau de personnes, notamment à l'UNICV, donc l'Université du Cap-Vert, également à d'autres universités, notamment l'Université de Mindelo, qui est, pour le coup, une université privée. Donc, elle avait aussi des contacts avec ses collègues linguistes, parce qu'elle y travaillait depuis longtemps. Et donc, voilà. Donc, en dehors des comités éthiques, on a été rencontrer nos collègues de l'université ou des universités pour essayer de les intéresser au projet, pour partager de la science comme ça se fait entre collègues. Donc, une fois que ça c'est fait, eh bien, faut trouver des personnes qui veuillent bien participer à l'étude. Et pour nous, c'est très important ça, dans toute méthode en génétique des populations, c'est que les personnes que vous allez enquêter dépendent de la question que vous vous posez. Marlise Battista, en tant que linguiste, travaillait beaucoup, comme beaucoup de linguistes d'ailleurs, avec des personnes privilégiées, des informateurs, une poignée, 4, 5, 10 maximum personnes avec qui elle travaillait depuis longtemps, pour parler de la langue et essayer de décrypter comment est-ce qu'ils parlent leur langue. En génétique des populations, le sens de population, c'est qu'il faut quand même avoir un peu du monde. Et donc, il fallait, pour moi, que je trouve beaucoup plus de personnes. Mais comme on travaillait en linguistique, également, sur chacun des individus, il y avait un ensemble de contraintes comme ça, où les enquêtes linguistiques prennent du temps. Faire cracher quelqu'un dans une capsule, ça prend 2 minutes. Lui faire parler de sa langue, ça prend beaucoup plus de temps. Et l'autre partie qui, moi, m'intéressait, c'était de faire de l'anthropologie familiale sur la mobilité des gens. Où est-ce que vous êtes né? Où est-ce que vos parents sont nés? Où est-ce que vous viviez avant, après de vous marier? Est-ce que vous êtes déplacé à l'intérieur des îles, entre les îles? Est-ce que vous êtes allé voir ailleurs? Toutes ces enquêtes-là, auprès des gens, ça prend également énormément de temps. Et donc, on a une contrainte matérielle de combien est-ce qu'on peut enquêter de personnes pour arriver à avoir suffisamment de personnes pour pouvoir effectivement utiliser les méthodes qui nous intéressent, les méthodes mathématiques et statistiques qui nous intéressent, pour parler de l'histoire du peuplement. Mais à partir de là, vous voyez que selon le projet de recherche, la question que vous vous posez, nous ici, c'était plutôt une question de linguistique et de génétique. Mais si les gens travaillent sur l'histoire d'une maladie, eh bien, ils vont avoir d'autres critères pour recruter les gens. Mais nous, à la fin, on a décidé que les critères pertinents, c'était que les gens devaient être de nationalité capverdienne. D'accord. Ce qui nous permettait de répondre aux besoins légaux des autorisations de recherche établies par l'État capverdien et le comité éthique. Peu m'importe si les gens étaient de nationalité capverdienne depuis hier ou depuis des années ou depuis qu'ils étaient nés, peu importe, c'était juste un critère administratif formel. Et l'autre critère, c'était qu'il fallait qu'ils disent eux-mêmes qu'ils parlaient criolou. D'accord. C'était les 2 seuls critères, et après, il y avait d'autres critères plus implicites. C'est-à-dire que je ne voulais travailler qu'avec des adultes, donc des personnes majeures, et a priori des personnes qui n'étaient pas malades. Parce que je n'avais pas de questions, et je n'ai toujours pas d'ailleurs dans ces projets-là de questions d'ordre médical. Et donc, je préférais que les gens ne me parlent pas de maladie ou n'aient pas l'espoir que je pourrais les aider à soigner leur maladie, puisque c'était pas mon rôle. Donc, je préférais prendre des personnes qui me disaient ne pas être malades. Donc, des personnes adultes, de façon à recueillir ces consentements de travailler avec nous. On est d'accord que toutes les recherches ont été faites au Cap-Vert. Oui, tout à fait. Oui. Sur quelle île exactement est-ce que vous avez fait Alors, nous, on est allé physiquement sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 îles du Cap-Vert. Et il y a 2 îles sur lesquelles nous n'avons pas été,
physiquement, où nous avons en fait enquêté des personnes qui étaient nées sur ces îles-là, mais on les a enquêtées à Santiago, à Boa Vista, enfin sur d'autres îles en fait, et on n'est pas allé ni à Mayo ni à Sal, mais pourtant on a des échantillons de personnes qui sont nées et ont grandi sur ces 2 îles. D'accord. Sinon, on a été sur toutes les îles. Et on a été à la rencontre de gens. Donc ça s'est beaucoup fait par le bouche à oreille, en fait, tout simplement. Il y a, on a trouvé des gens qui, dans les cercles de gens avec qui on discutait, qui disaient: «Ah mais moi ça m'intéresse, j'ai envie de participer», et qui ont participé à l'étude et qui ont fait savoir à d'autres gens, de leurs copains, et cetera: «Ah oui, si tu as rien à faire demain, il y a ces chercheurs-là que ça intéresse de travailler sur la langue, et cetera. Donc va les voir si tu as le temps, et cetera». Donc même par la population, ça a bien été reçu. Oui, bah, en tout cas, après c'est toujours, il y a un biais d'échantillonnage, comme on appelle ça. On ne voit que les gens qui veulent venir nous voir. Oui. Alors après, tous les gens qui sont venus nous voir pour nous rencontrer, savoir de quoi ils retournaient, n'ont pas tous décidé de participer à Ouais, l'étude. d'accord. La plupart du temps, on n'a pas eu de problème, hein, personne nous a crié dessus. Il y a des gens qui pouvaient pas parce que, bah, ils ont autre chose à faire, que ce sont des enquêtes qui sont non rémunérées, on n'a pas le droit de rémunérer pour des échantillons d'ADN, hein, D'accord. nulle part dans le monde et pas plus au Cap-Vert qu'ailleurs. Donc il y avait pas le temps, qu'il y avait pas voilà, on a des choses contingentes comme ça. Après, il y a des gens qui sont pas obligés de nous dire pourquoi est-ce qu'ils veulent pas participer, bien évidemment, hein, donc voilà. Donc on a aussi un petit biais comme ça, mais toutes les personnes qui ont bien voulu participer à l'étude ont été très enthousiastes, très sympas, et ça s'est bien passé. Et à la fin, on a enquêté en tout, donc on passait, à peu près, 1 mois, un petit peu moins d'1 mois par mission, pendant en 10 ans, on a dû faire 7 missions différentes, au Cap-Vert. Donc 7 fois 1 mois à peu près, et on a comme ça pu enquêter, et récolter des données pour 260 personnes, OK. nées sur les différentes îles du Cap-Vert. Et qui ne soient pas, alors sur les 260, il devait y avoir en tout à la fin une trentaine de personnes qui étaient issues des mêmes familles, c'est-à-dire des frères et sœurs, et cetera, qui voulaient quand même participer à l'étude. Donc on a des échantillons pour 233 personnes précisément, qui ne sont pas apparentées de manière proche, c'est-à-dire qui n'ont pas de grands-parents en commun. Euh, et pour lesquels on a et de l'ADN et l'ensemble de ces enquêtes sur les histoires de vie et de mobilité des gens, et des enquêtes pour chacun de ces individus linguistiques. On D'accord. demande aux gens de parler le créole qu'ils parlent à la maison. Alors justement, lorsque vous avez analysé ces échantillons d'ADN de 233, 260 personnes, quelles sont les grandes origines qui sont apparues? Alors ça, c'était la première question qui se posait. Donc c'est une question très difficile en fait en génétique, plus qu'il n'y paraît, puisqu'il n'y a pas écrit France, Cap-Vert ou Oui, j'imagine, ouais. Portugal Un gène ou F français, Sénégal ouais. dans l'ADN humain. Hein, c'est pas, ça s'écrit pas comme ça. Donc en fait, ce qu'on fait en génétique, en vrai, ce qu'on fait, c'est qu'on reconstruit les histoires d'apparentement génétique, d'apparentement généalogique, mais au sens biologique du terme, entre des groupes d'individus. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on compare les ADN et puis on calcule quelle est la probabilité que ces deux personnes aient des grands-parents ou des arrière-grands-parents biologiques en commun. Et donc, on a étudié cette diversité génétique des échantillons du Cap-Vert en la comparant avec des échantillons génétiques qui proviennent d'autres populations à travers le monde, des populations en Europe, par exemple, et des populations d'un peu partout en Afrique, qui ont été échantillonnés dans le cadre d'autres projets et pour lesquels il était possible d'utiliser l'ADN pour répondre à ces questions-là, y compris
des échantillons d'Afrique centrale pour lesquels j'avais fait des échantillonnages dans le cadre d'autres projets sur l'histoire du peuplement de l'Afrique centrale. Mais pas que moi, encore une fois, il y a d'autres chercheuses et chercheurs qui sont intéressés à d'autres questions sur ces histoires de peuplement. Et donc, comme ça, on a comparé les échantillons un à un, les échantillons des Capverdiens qu'on avait échantillonnés avec Marlise, avec ces ADN d'autres populations. Et comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va dire, bah, aujourd'hui, sur les populations actuelles, eh bien, ce groupe-là d'individus que j'ai échantillonné au Cap-Vert, je trouve euh, tant de pourcents d'ancêtres biologiques communs avec des gens qui vivent aujourd'hui au Portugal et tant de pourcents d'ancêtres communs avec des gens qui vivent aujourd'hui au Sénégal. D'accord. D'accord. Donc, je ne sais toujours pas où vivaient ces ancêtres. Mais après, avec des calculs un peu compliqués, enfin même très compliqués, et des hypothèses, je peux faire des hypothèses. Est-ce que les ancêtres vivaient sur la Lune? Oui. Ça, c'est peu probable. Est-ce que les ancêtres vivaient plutôt quelque part en Afrique? Ou plutôt quelque part en Europe? Je fais ce genre d'hypothèses, je fais des calculs, et j'arrive à dire, en fonction de ces hypothèses-là, que les Capverdiens aujourd'hui partagent leurs ancêtres, tant de pourcents de leur ADN, avec des personnes qui vivent aujourd'hui au Portugal, au Sénégal, en Angola, au Zimbabwe, ou des personnes qui parlent telle ou telle ou telle langue aujourd'hui, et que ces ancêtres-là étaient probablement de telle région ou telle autre. Est-ce qu'il y a des régions qui sortent le plus, par exemple, sur le continent africain? Alors, ça, c'était la première grosse surprise de nos premiers résultats. C'est-à-dire que l'histoire historique nous explique que le Cap-Vert a été effectivement une plateforme du commerce des esclaves, hein, et que pendant longtemps, le Cap-Vert a été le réceptacle, au moins temporaire, de nombreuses différentes populations qui ont été déportées de force dans le cadre de cette traite esclavagiste au Cap-Vert, soit pour travailler au Cap-Vert, soit pour être de nouveau vendus et redéportés dans d'autres colonies, soit en Europe, soit aux Amériques. Donc, on savait historiquement que de nombreux esclaves de partout sur la côte africaine, la côte atlantique en tout cas, voire même jusqu'au Mozambique, avaient été déportés au Cap-Vert. De même, on savait aussi historiquement que il y avait des Portugais qui étaient venus coloniser le Cap-Vert, mais du côté de l'Europe, il y a aussi eu certaines îles avec une période de colonisation temporaire britannique, par exemple, ou d'autres colons européens, français, par exemple, qui étaient partis au Cap-Vert. Donc, on avait cette multitude d'origines possibles de gens qui, d'après les données historiques, étaient effectivement allés au Cap-Vert. Et puis, dans le créole capverdien, dans le criolou, on trouve la trace de ces migrations, avec des mots qui viennent du kimbundu ou d'autres langues bantoues qu'on parle plutôt en Angola, des mots de mandingue, de wolof, qui sont des familles linguistiques qu'on parle plutôt du côté de l'Afrique de l'Ouest Oui, et au du Sénégal Sénégal, ouais. notamment, du Jola. Enfin voilà, les linguistes nous disaient qu'il y avait une origine multiple, et également du côté européen. Le lexique, par exemple, était massivement portugais, mais on y trouvait aussi des influences d'autres langues, voilà, qui retracent quelque part un peu ces différentes origines de gens qui ont vraiment migré. Et donc, en génétique, on s'attendait à trouver aussi cette diversité de partage d'ancêtres biologiques communs entre toutes ces différentes populations. Et là, surprise, grosse surprise même, on trouve une très faible diversité des origines de l'ADN des gens qu'on a étudiés au Cap-Vert. D'accord. C'est-à-dire qu'on trouve que l'ADN des gens aujourd'hui au Cap-Vert provient massivement, très massivement, à la fois de la péninsule ibérique et très massivement de Sénégambie. Et on a très très peu de traces de partage d'ancêtres communs avec des Britanniques, par exemple, et extrêmement peu avec le Congo,
alors que, encore une fois, on avait des traces historiques de déplacement de ces populations. Donc une plus faible diversité à l'intérieur de l'ADN que la diversité connue des gens qui ont effectivement été déplacés, de gré ou de force, au Cap-Vert. Ok, c'est super intéressant. Comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que vous Alors avez une explication d'ailleurs? ça, c'est la deuxième étape. Donc, Ouais. comme je vous l'ai expliqué, on commence par décrire la diversité génétique. Donc ça, c'est une forme de description. Il y a des calculs, mais c'est quand même une forme de description, d'où viennent les bouts d'ADN qu'on trouve à tel ou tel endroit. Et la deuxième question, c'est de comprendre effectivement d'où ça vient. Et donc pour ça, on a développé des méthodes mathématiques complexes qui permettaient de tester formellement quelles étaient les histoires de métissage génétique qui avaient donné naissance à cette diversité génétique au Cap-Vert, sur chacune des îles séparément d'ailleurs. Euh, et, euh, et on a testé formellement quelle était l'histoire qui correspondait le mieux à ce qu'on observait. Et donc, qu'est-ce qu'on a testé exactement? Eh bien, on a testé des histoires où il y avait des migrations indépendantes d'Europe et d'Afrique vers le Cap-Vert qui seraient arrivées à différents moments. On a testé vraiment des millions de possibilités qui seraient arrivées à différents moments, ou des migrations ou des métissages génétiques qui seraient plus récurrents. On sait que les mouvements de population ont été très continus au Cap-Vert. Est-ce que l'histoire des métissages était aussi continue au cours du temps, ou au contraire, est-ce qu'il y a des périodes où il y avait plus de métissage que d'autres entre populations d'origine européenne et d'origine africaine? Et ce qu'on a pu découvrir, c'est que, eh bien, en fait, l'histoire des métissages au Cap-Vert a commencé très très tôt. La diversité génétique telle qu'on l'observe aujourd'hui, la façon dont les métissages génétiques se sont faits, euh, est à peu près synchrone avec l'histoire du peuplement de Santiago, la première île colonisée au Cap-Vert. D'accord. Et sur d'autres îles du Cap-Vert, par exemple à Fogo, on a trouvé que les métissages prédataient les premiers peuplements historiques par des données de recensement, des archives historiques, des registres de paroisses. On s'aperçoit en fait que les métissages génétiques prédatent ces premières installations permanentes de peuplement sur l'île de Fogo. Ce qui sous-entend que les personnes qui sont allées peupler Fogo étaient déjà métissées génétiquement. D'accord, ok. Donc, vous voyez comment est-ce qu'on reconstruit ce genre de choses. Et donc, sur toutes les îles du Cap-Vert, on trouve des histoires de métissage qui prédatent ou qui sont à peu près synchrones avec les premiers peuplements. Donc, des histoires anciennes. On parle entre 1460 et 1580. Oui. Vraiment tôt dans l'histoire du Cap-Vert. Et la très grosse surprise, ça a été que pendant les 200 ans qui ont suivi, donc en gros de 1600 à 1800, eh bien, il y a très très peu de métissage génétique entre Européens et Africains, ou entre Africains et les populations du Cap-Vert qui habitaient déjà au Cap-Vert, ou entre Européens et les populations qui habitaient déjà au Cap-Vert. Il y a une période de vide, quelque part, de métissage génétique. Or, cette période de 1600 à 1800 est la période de l'expansion de l'économie de plantation dans les différentes colonies, notamment aux Amériques et aux Caraïbes, et est la période où le commerce des esclaves a littéralement explosé. Où vous avez 10 à 100 fois plus d'esclaves africains qui sont déportés dans les colonies européennes que dans les 200 ans qui ont précédé cette période-là. Donc, l'économie de plantation a induit cette économie de la mort, en fait, où on a besoin d'énormément de forces de travail pour travailler dans les plantations, que la durée de vie des esclaves est extrêmement faible, et le commerce des esclaves explose littéralement. Donc, c'est aussi la période où énormément de gens ont été déportés au Cap-Vert. Et les historiens posent cette question depuis longtemps, à savoir, c'est pas évident pour eux quels sont les esclaves qui ont été déportés au Cap-Vert et qui sont effectivement restés au Cap-Vert pendant toute cette période, et ceux qui ont été redéportés ailleurs. Et nous, on trouve que soit ils sont morts avant, pendant cette période-là, avant de pouvoir faire des bébés, soit ils ont été redéportés avant de pouvoir faire des bébés, soit ceux qui sont restés sur place n'ont pas eu le droit de faire des bébés.
C'est Oui, ça il y a que ça nous aussi, explique ouais. la génétique. Et Mmh. donc, ce sont les trois hypothèses qui expliquent que toutes les personnes qui ont été déportées à cette période-là ont eu très peu de possibilités de se reproduire pour donner naissance à la diversité génétique qu'on observe aujourd'hui. Et donc, on émet ces hypothèses pour les historiens qui ont été très intéressantes, que je ne sais pas s'ils sont restés là ou s'ils ont été redéportés. Je sais juste qu'ils ont, dans tous les cas, ils n'ont pas eu le temps de faire des bébés pour faire des bébés. L'autre hypothèse, qui n'est pas d'ailleurs du tout mutuellement exclusive, c'est que c'est une période de l'histoire de la traite esclavagiste où il y a des profonds changements de relations socioculturelles entre population libre et population Oui. d'esclaves. Euh, et au Cap-Vert aussi. Euh, donc, on peut penser souvent, et on a raison d'ailleurs de penser la période du Code noir, hein, Oui. voilà, la deuxième moitié du XVIIe siècle. Donc, on va codifier les relations et réglementer ou régenter de manière légale les unions entre maîtres et esclaves, Oui. le devenir de la descendance de ces unions, etc. Euh, et au Cap-Vert, c'est pas du code noir, mais il y a aussi la mise en place de législation régulant les mariages, et c'est beaucoup plus suivi également. C'est plus normatif. Les gens suivent beaucoup plus ces règles, qu'elles soient forcées ou pas. Euh, et il y a des changements comme ça de relations entre maîtres et esclaves. Par exemple, on sait historiquement au Cap-Vert que les toutes premières générations de colons, en 1500, demandaient à la couronne portugaise l'autorisation de libérer des esclaves de façon à pouvoir avoir une descendance auquel ils pourraient transmettre leurs biens. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui s'arrête complètement à partir du XVIIe siècle, où il n'y a plus ce genre de demande qui est faite. Il y a toujours des esclaves qui sont libérés, bien sûr, mais les contraintes sociales dans les relations sont beaucoup plus intenses. Euh, et de même, le nombre d'Européens qui cherchent à aller faire fortune dans ces colonies augmente aussi. Donc cette période où il y a le plus de gens qui sont déportés est aussi la période, ces 200 ans, est aussi la période où il y a le plus de contraintes sur les mariages, la reproduction, l'héritage, les relations sociales entre maîtres et esclaves. Et donc ça peut tout à fait, voilà, une des influences de la culture sur la diversité génique, ça peut tout à fait avoir diminué également, contribué à diminuer fortement les traces de métissage génétique pendant toute cette période de 1600 à 1800 à peu près, entre Africains et Européens au Cap-Vert, sous-entendu, Africains et Européens nouvellement arrivés au Cap-Vert, entre eux, mais également avec les populations qui préexistaient et qui, elles, étaient déjà très fortement métissées depuis le début de la colonie au Cap-Vert. Et ensuite, on a trouvé que ces métissages reprennent après l'abolition de l'esclavage. Au 19e siècle, on retrouve, nous, avec nos calculs, dans l'ADN des personnes, on retrouve des traces de « ah bah oui, il y a eu des métissages », soit avec des nouvelles populations arrivées d'Afrique, soit avec des nouvelles populations arrivées d'Europe. Ils ne sont pas forcément très intenses, mais ils sont très, très finement estimés, parce qu'ils sont plus récents, donc on y arrive mieux. Donc ça sous-entend également que cette période de l'abolition de la traite esclavagiste transatlantique, déjà à partir du début du 19e siècle, puis dans la deuxième moitié du 19e siècle, l'abolition vraiment de l'esclavage dans les différentes colonies, tout ce 19e siècle est une période de profond changement culturels, également sociétaux, dans les relations entre personnes libres et personnes mises en esclavage. Ces changements par rapport aux 200 ans qui précèdent, eh bien, on voit qu'ils redonnent naissance à des métissages génétiques qui laissent une trace jusqu'à aujourd'hui. Et enfin, on a trouvé également des traces de métissage génétique, de nouveaux métissages génétiques au Cap-Vert, dans la deuxième moitié du XXe siècle, et qui correspondent assez bien à la période de la décolonisation et des mouvements de population à l'intérieur de l'Empire lusophone ou de l'ancien Empire lusophone, dans ce cas-là, euh, des déplacements de population pour des raisons de travail. Euh,
On peut se poser la question, alors c'était plus formellement de l'esclavage, en revanche, ces déplacements de population étaient souvent motivés par la misère, Oui, les le besoin famines d'avoir qu'il y du a eu, ouais. travail, Ouais. et donc voilà. Et donc on trouve aussi la trace de ces déplacements. Donc voilà l'histoire complexe qu'on a pu reconstruire et qui est différente sur chacune des îles du Cap-Vert d'ailleurs, puisqu'on a travaillé sur les différentes îles du Cap-Vert. Et même si ce schéma il y a très peu d'histoires de métissage génétique tel qu'on a pu le trouver, en tout cas, pendant cette période du pic, des 200 ans du pic de la traite esclavagiste. Ça, c'est valable sur toutes les îles du Cap-Vert. Alors, est-ce que vous observez justement des différences qui sont vraiment notables d'une île à une autre? Par exemple, je ne sais pas si on prend l'île de Santiago avec l'île de San Vicente, est-ce que vous voyez des différences Alors, on trouve, génétiques? alors des différences génétiques, oui, on trouve des différences génétiques, comme on trouve des différences génétiques entre tous les individus, puisque Oui, mais vraiment des l'ADN, différences notables là, donc d'une. voilà. Alors encore une fois, si vous prenez vraiment l'exemple, bon, San Vicente est un cas très particulier quand même, puisque le peuplement permanent de cette île date de la fin du 19e siècle, pardon, de la fin du 18e siècle, et encore, ça a beaucoup vivoté. Il faut attendre 1850 presque pour qu'il y ait du peuplement permanent sur l'île de San Vicente, alors qu'aujourd'hui, effectivement, la ville de Mindelo est une grande capitale, même une capitale internationale, et un des endroits les plus peuplés du Cap-Vert, mais c'est très très récent. Et le reste de l'île est peu peuplé. Il y a des peuplements historiques à Salamanca, mais c'est très très récent. C'est en fait une des dernières îles peuplées au Cap-Vert. Pour des raisons purement écologiques, il n'y a pas beaucoup d'eau Oui, à c'est San vrai. Vicente. Il y a un port en eau profonde qui a fait son succès commercial et économique depuis la fin du 19e siècle. Mais avant ça, c'était un lieu de passage avec des dépôts de charbon où les bateaux passaient, en fait. Mais il y avait peu d'eau et c'était compliqué d'avoir un peuplement permanent. L'île juste en face, Santo-Antón, Oui, elle, pour le c'est coup, est différent. peuplée depuis très très longtemps, est une des premières îles peuplées au Cap-Vert. Et donc, ce qu'on trouve, c'est que le peuplement de Sao Vicente, c'est surtout des gens de Santo-Antón qui sont arrivés assez récemment. Et donc, la diversité génétique qu'on trouve à San Vicente aujourd'hui, c'est la diversité génétique de Santo-Antón, avec également des contributions de San Nicolao, qui a aussi contribué. Et on parle de migration très très récente, en fait, de gens qui sont partis vivre à Mindelo dans les 5-6 dernières générations, y compris des gens qui viennent d'arriver ou dont les parents ont émigré d'une autre île vers San Vicente. D'un point de vue de génétique, donc ce qu'on trouve comme ça entre les différentes îles, c'est différentes histoires. Et c'est une histoire qu'on est encore en train de reconstruire aujourd'hui, l'histoire de ces peuplements entre les différentes îles, à partir de migrations d'autres îles. Donc ça, c'est un travail un peu différent qu'on n'a pas conduit dans ces premiers travaux, et sur lequel on est en train de travailler. Et on a des histoires parfois un peu surprenantes. Mais voilà, ces histoires de migration entre les îles du Cap-Vert est encore un travail en cours. D'un point de vue de la diversité génétique, la principale chose qu'on peut trouver, c'est que oui, on trouve des différences entre différentes îles, comme ce à quoi on s'attendait, parce que c'est pas toujours facile d'aller d'une île à une autre et de faire des bébés d'un côté ou de l'autre. Et donc, on trouve des microscopiques différences. Enfin, je veux dire, il faut et c'est que des différences de fréquence. Il n'y a pas différentes mutations des lettres qu'on va trouver que sur une île et qu'on ne trouve pas sur les D'accord. autres. Mais ça, en fait, ça n'existe pas vraiment chez l'homme tout court, à Ok. l'échelle du monde entier, en fait. Oui, c'est important de le savoir parce que. La diversité humaine, elle est très faible Ok. et c'est surtout des histoires de fréquence. C'est-à-dire, cette lettre-là, ce A à cet endroit-là de la grande séquence de l'ADN, on le trouve un peu plus souvent dans cette île que dans telle autre ou dans cette population que dans telle autre. Mais il y a quasiment aucune lettre de l'ADN qu'on va trouver chez 100% des gens d'un endroit et 0% des gens d'autres endroits. Et le Cap-Vert ne déroge pas à la règle. Et même entre les îles, c'est que des toutes petites différences qui sont suffisantes pour que nous, on puisse reconstruire l'histoire de qui a fait des bébés avec qui. Mais qui sont, c'est important de le rappeler, très très peu, enfin qui correspondent pas, en tout cas, aux aspirations régionalistes qu'on peut trouver au Cap-Vert à l'heure actuelle. Donc, ce qu'on va trouver de plus saillant,
c'est que cette histoire de métissage, c'est pas tout à fait la même, encore une fois, dans sa temporalité, entre les différentes îles du Cap-Vert. On va trouver des proportions d'ancêtres avec la Sénégambie ou avec le Portugal qui sont en moyenne différentes d'une île à l'autre. D'accord. Et qui en fait retrace justement cette histoire complexe de métissage, d'interdiction de mariage, de déportation forcée d'esclaves et dans des contextes socioculturels qui changent. Donc encore une fois, par exemple, moi je trouvais, on fait d'assez grandes digressions sur l'histoire du peuplement de Fogo, qui est très intéressante parce que c'est une île qui est très riche d'un point de vue agricole et d'un point de vue de présence d'eau. Euh, et qui pourtant a eu un peuplement très contraint, notamment pour des histoires politiques. Donc les historiens nous expliquent que pendant longtemps, en fait, la couronne portugaise a interdit le peuplement permanent sur Fogo pour pouvoir continuer à maîtriser le commerce et le développement du Cap-Vert à travers l'île de Santiago. Donc, il y avait des propriétaires et des nobles qui avaient des terres à Fogo, sur lesquelles ils envoyaient des esclaves travailler régulièrement. C'était beaucoup de l'élevage d'ailleurs, mais peu de peuplement permanent qui a été très contrôlé. Jusqu'à ce que, de fait, il y ait de plus en plus de personnes qui décident d'aller vivre malgré tout à Fogo, et puis des nobles qui décident d'installer ou qui demandent l'autorisation au roi d'installer du commerce permanent. Mais la couronne a longtemps, et les Capverdiens d'ailleurs, ceux qui dominaient l'île de Santiago, avaient très peur du peuplement de Fogo et d'avoir des routes commerciales qui leur passent sous le nez, en fait. D'accord. Et donc, il y a une histoire très complexe, et c'est intéressant de voir que à Fogo, typiquement, alors qu'à Santiago ou à Santo Antón, l'histoire des métissages est vraiment très synchrone avec l'histoire des premiers peuplements. À Fogo, les premiers peuplements permanents, que j'ai estimés comme étant les moments où il y avait plus de 100 personnes qui étaient recensées, et que plus jamais dans l'histoire de l'île, on ait un dépeuplement complet. Eh bien, à Fogo, la diversité génétique telle qu'on la trouve aujourd'hui, les métissages prédatent cette histoire de peuplement. Donc, c'était déjà des personnes qui étaient métissées génétiquement, qui sont allées s'installer à Fogo. Et donc, on a émis une hypothèse intéressante, je pense, qui est toujours attestée, hein, qui n'est pas encore formellement prouvée. C'est la question de quel était le statut des personnes métissées. D'accord. Génétiquement dans ces premières décennies, ces tout premiers siècles de l'histoire de peuplement du Cap-Vert. C'est pas forcément évident quel est le devenir social et culturel des personnes issues de ces premiers métissages. Ils ont peut-être hérité de la fortune de leur père portugais. Mais comment est-ce qu'ils étaient? Est-ce que c'était facile pour eux de trouver époux ou épouse? Euh, Est-ce qu'ils étaient discriminés parce que justement métissés ou issus de ces histoires familiales avec une mère ou un père, même dans certains cas, qui était un ancien esclave? Et l'accession à la propriété terrienne au Cap-Vert, au tout début du XVIe siècle, est compliquée. Elle est de droit canonique, elle est de droit royal, en fait. Et on ne peut pas accéder à la propriété comme ça, terrienne. Et lorsqu'on est libéré de l'esclavage, ou lorsqu'on a un enfant issu d'un mariage entre esclaves, enfin, on doit se libérer de l'esclavage, enfin, le statut de ces enfants métissés génétiquement, pour accéder à la propriété terrienne, est pas évident, en fait, de comprendre comment ça se passait à l'époque. Les historiens travaillent beaucoup là-dessus. D'accord, ils n'ont pas du tout de réponse. Ils n'ont pas du tout de réponse Ils ont des par rapport. réponses, mais ils ont des réponses particulières sur certains exemples, et le cas particulier n'est pas forcément le cas général. Et l'une D'accord. des hypothèses que les historiens émettent, c'est que c'était plus facile d'accéder à la propriété terrienne ailleurs que sur Santiago, lorsqu'on était pas forcément très riche ou issu de ces métissages et de cet héritage socioculturel complexe d'un point de vue des sociétés très hiérarchisées dans ces monarchies européennes, avec voilà, le roi, les aristocrates, le clergé et puis les pauvres. D'où les Euh, déplacements.
Et Enfin, ça peut avoir été une cause de motivation de ces familles métissées d'aller sur une autre île pour D'accord. lesquelles l'accession à la propriété était peut-être plus facile et donc la pérennisation de ces familles. Donc, c'est sur ce genre de choses à laquelle on travaille avec les historiens pour essayer d'émettre ces hypothèses, comment elles pourraient avoir une influence et expliquer la diversité génétique telle qu'on l'observe. Et il y a encore beaucoup de travail, on n'est encore pas du tout sûr de tout ça. Mais donc voilà, les différences génétiques qu'on trouve aujourd'hui entre les populations capverdiennes, de toute façon, seront le fruit de ces histoires très particulières. Et de la même façon que São Vicente a une histoire très particulière, et Santo Antón a une histoire très particulière, et Maio a une histoire très particulière. Et le but est de reconstruire toutes ces histoires particulières. Bah oui, mais vous nous dites quand même que tous les Capverdiens sont égaux, hein, quasiment génétiquement. Oui, bien sûr, encore une fois, Non, mais mais c'est une belle chose à savoir, hein. oui, oui, tout à fait. C'est pour ça que c'était le point de départ que j'essayais de vous dire, c'est que les différences sont toutes petites, mais c'est un peu comme des histoires de famille, en Oui, fait. La génétique, finalement, ne reconstruit que des histoires de famille biologiques. Donc, il y a une partie de l'histoire familiale qui n'est pas écrite dans la génétique, mais finalement, lorsqu'on regarde l'histoire entre deux familles, notamment au Cap-Vert, souvent les gens se trouvent des ancêtres c'est vrai, communs, éloignés, c'est vrai. qu'ils ne soupçonnaient pas, et qui finalement se traduit dans le fait que voilà, la diversité génétique au Cap-Vert reflète également celle de la diversité génétique humaine à travers le monde, et que les différences entre les humains sont très très faibles, sont infimes. Et au niveau, on va dire, un peu plus large, au niveau mondial, si on reprend la génétique sur d'autres pays insulaires, Mhm. est-ce que vous retrouvez des similitudes sur les profils génétiques avec le Cap-Vert, ou vraiment ce que vous nous expliquez depuis tout à l'heure, c'est vraiment spécifique au Cap-Vert? Alors, Le métissage qui est vraiment, qui n'est même donc, pas progressif, hein, qui... non, non, alors, on va trouver des histoires de métissage complexes qui sont le fruit de ces histoires complexes de la traite esclavagiste très, très localement, Ok. dans toutes les populations qui sont métissées dans le contexte de cette traite esclavagiste. Donc, et d'ailleurs, dans nos articles, on compare également la diversité génétique du Cap-Vert à celle de la Barbade, par exemple, D'accord. ou celle de certaines communautés afro-américaines aux États-Unis. Là, plus récemment, avec Georges Rothschild de l'Université de Porto et Marta Sicarella, qui est une étudiante enfin, qui maintenant a eu son doctorat euh, entre nos deux laboratoires, on a travaillé sur la diversité génétique de São Tomé, qui est aussi, voilà, et on a même pu reconstruire les liens entre l'histoire génétique à São Tomé et celle des Serviçais du Cap-Vert. Donc, on va trouver les similitudes entre toutes ces populations qui sont issues de métissage entre populations africaines, et populations européennes, entre populations européennes, euh, dans le contexte de cette histoire de colonisation depuis le XVe siècle, de colonisation européenne du XVe siècle et de traite esclavagiste. Donc, qualitativement, oui, on s'attend à trouver des similarités dans ces histoires ou des différences. Et on trouve que l'histoire des métissages à la Barbade est très différente de celle au Cap-Vert. Mais par nature, elle procède des mêmes histoires complexes. Et donc, vous avez, de la même façon qu'on trouve des histoires différentes entre les différentes îles du Cap-Vert, et vous allez trouver des histoires différentes, toujours dans ce grand contexte de métissage de cette période-là, à plein d'autres endroits dans le monde. Et l'histoire de Sao Tomé est tout aussi différente et tout aussi passionnante que celle du Cap-Vert de ce point de vue-là. Donc, ce que partagent les Capverdiens avec le reste du monde, déjà, c'est le fait d'être humain, donc d'avoir une diversité génétique qui est humaine et qui ressemble. Il faut être généticien des populations pour trouver les différences génétiques entre un Japonais sur un autre archipel et un Capverdien, Oui. concrètement. Même si certaines de ces différences génétiques sont très visibles, elles ne représentent qu'une toute petite partie, comme la couleur de peau, par exemple. Elles ne représentent une infime partie, qu'une poignée de mutations parmi les millions de mutations qui font la différence entre deux individus. Euh, donc il y a des histoires communes à l'humanité et puis des histoires extrêmement locales qui sont en fait l'histoire des familles biologiques de ces histoires. Et
voilà, le Cap-Vert partage avec toutes les sociétés de l'Atlantique, comme disent certains historiens, qui sont des sociétés, des cultures qui sont issues de cette traite esclavagiste, de cette colonisation européenne et de ces histoires de migration et de mélange. Et comment alors sont partagés vos travaux aujourd'hui? Puisque tout ce que vous nous dites, c'est une vraie valeur historique pour nous, en tout cas pour les Capverdiens. Comment est-ce que vos travaux sont partagés? Heu, c'est une question pas facile. Alors, mes travaux sont déjà partagés au sein de la communauté scientifique, hein. Oui, Oui, j'ai la chance, j'espère que ça va être encore plus, mais ces travaux-là sont cités, dans les articles de mes collègues, de la même façon que je cite les articles de mes collègues qui travaillent, par exemple, sur la diversité génétique de Cuba ou de la Guyane ou ce genre de choses, puisque c'est encore une fois une histoire de contexte, de comparaison. De La seule chose à laquelle on arrive collectivement, c'est de dire que il n'y a pas une histoire génétique de l'esclavage, il y a des histoires, de l'esclavage, qui ont laissé des traces dans la diversité génétique de certaines populations, enfin de toutes les populations issues de cette histoire, très, très différentes entre toutes les populations qu'on étudie. Donc déjà, au sein de la communauté scientifique, enfin mes travaux et ceux de mes collègues, voilà, on se cite. Maintenant, du point de vue du grand public, oui, bah pour le grand écoutez, public, ouais. on essaie de diffuser au mieux qu'on peut en faisant des communiqués de presse qui sont repris souvent dans la presse nationale et locale au Cap-Vert. Et voilà, après, moi, il y a des gens qui me contactent pour me demander, oui, on n'a pas bien compris ça, exactement comme vous d'ailleurs, Oui. et j'ai la chance qu'on me donne un peu plus la parole pour essayer d'expliquer ou de répondre aux questions qui sont pas toujours faciles à lire dans les articles scientifiques. C'est pareil pour ma collègue Marlise Battista, hein, sur, son travail en linguistique, dans le cadre de ce projet, bah, voilà, elle aussi, elle diffuse ses connaissances et on a eu un problème qu'on n'est pas les seuls à avoir eu, au cours de ces années, puisque ces projets ont commencé en 2010. Les premières publications, la temporalité est importante, hein, ça prend du temps de faire de la recherche. Les premières publications sont sorties en 2017, les dernières en 2023 D'accord. et on espère pouvoir continuer à publier. Donc c'est du travail qui prend du temps sur le terrain bien sûr, mais aussi du temps ensuite d'analyse. Et il se trouve que, on avait prévu dans le cadre de nos projets pour lesquels on avait, obtenu des financements, dans différents appels d'offres institutionnels, en France comme aux États-Unis à l'époque. On devait en 2021 faire une grande tournée de diffusion au public et de retourner voir les gens qui avaient contribué et cetera. 2021. Ah oui, oui, Et donc ouais, voilà, en fait, on avait initialement, c'était 2020, ouais. ça a été complètement impossible. Bah oui. On a réussi à repousser, auprès de nos bailleurs la possibilité d'utiliser ces financements pour faire, ces missions de retour en 2021 et c'est retombé, le Cap-Vert était aussi, en confinement, Ouais, hein, impacté par le comme beaucoup Covid-19. d'endroits et puis Ouais. c'est pas le moment pendant une pandémie Non, d'aller faire des grandes rencontres, et non. cetera et des conférences. Et donc voilà et donc on n'a pas pu faire reporter, ces financements-là et puis, je pense qu'on va essayer là, on est en train d'essayer il y a quand même toujours cette histoire d'actualité. Ce serait un peu dommage d'aller faire, une conférence, sur des articles qui ont été publiés en 2021, par Oui, exemple, aujourd'hui. Donc on va essayer de finaliser l'autre grande publication qu'on a, sur l'établi. Heu, cette année, ce serait parfait, mais peut-être plutôt 2027 et on va essayer de récupérer d'autres financements pour faire cette tournée de diffusion au Cap-Vert qu'on n'a pas pu faire à cause de la pandémie. OK. Donc on a bon espoir, c'est toujours compliqué, c'est uniquement une histoire de trouver des sous pour faire venir les chercheurs qui ont participé à tout ça de différents endroits et puis d'organiser localement. Et puis il faut tomber au bon moment pour les gens parce que, si on va faire ça à Noël, bah, les gens seront en famille. Oui, Pourtant c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de gens qui retournent au qui Cap-Vert, retourne en ce pour les moment, ouais. fêtes.
Mais ils ont évidemment autre chose à faire, et c'est bien comme ça. Donc voilà, il faut trouver les moments pour que ça s'aligne. En tout cas, on a la ferme intention de le faire. Oui, c'est une évidence qu'on le fera. La question, c'est quand. Voilà, à titre personnel, j'ai la chance d'avoir un bébé. Donc c'est pas forcément idéal non plus d'organiser des missions Oui, avec de un ce bébé. genre-là C'est vrai. voilà. Donc mais j'ai bon espoir qu'en 2027, au plus tard en 2028, on réussisse à faire une grande tournée comme ça pour les D'accord. diffuser vraiment auprès des gens là-bas. Ok. Ah, Après, il y a nos collègues capverdiens qui continuent à faire de la diffusion de ce genre de connaissances. Sergio Costa, j'espère qu'il continue à parler aux gens de tous ces travaux-là. maintenant, Il en est qu'auteur. maintenant, les mémoires du Cap-Vert. Et maintenant, les mémoires du Cap-Vert. Donc voilà. J'ai une dernière question. Pour la jeunesse qui nous écoute aujourd'hui, qu'aimeriez-vous qu'ils retiennent de vos recherches? Alors, pour me donner un peu du temps pour répondre à votre question, une parole prononcée appartient à celui qui l'entend. Les gens retiendront ce qu'ils auront envie de retenir. Ça ne m'appartient plus, je ne peux pas contrôler ça et je n'en ai pas le souhait. Ceci étant dit, moi, ce que j'aimerais qu'ils retiennent, c'est à la fois l'unicité et la diversité du peuplement capverdien. C'est que tous les Capverdiens aujourd'hui partagent une histoire commune, mais qui s'écrira en eux, dans leur ADN, de manière aussi particulière que leurs histoires familiales. Et ce que j'aimerais qu'ils retiennent, c'est que il faut faire attention, très attention avec la génétique. La génétique ne parle que d'une histoire et d'une histoire très particulière. Et ce n'est pas l'ADN qui fait l'identité d'un individu. De fait, l'identité d'un individu n'existe pas. Les individus sont composés d'identités multiples et changeantes. Et dans les discours actuels, nationaux en France et aujourd'hui et internationaux, où on brandit l'identité, où on assigne des identités à des personnes, je pense que c'est profondément inhumain, et même en tant que généticien. On a des identités qu'on construit au cours de sa vie en fonction de nos expériences, nos histoires, de ce qu'on apprend. On peut apprendre des choses grâce à l'ADN et construire une partie de son identité là-dessus. Et cette identité changera. Et donc, j'aimerais surtout que les gens ne s'imaginent pas que parce qu'il y a des généticiens qui travaillent sur l'ADN au Cap-Vert, eh bien que ça fige les choses ou que ça raconte une histoire, puisque en fait, dans nos articles, il y a une autre partie dont on n'a pas parlé beaucoup aujourd'hui, qui est l'histoire linguistique et la façon de parler des gens. Et ça procède tout autant de la construction identitaire des personnes que leur histoire familiale, l'histoire de l'esclavage, et que voilà. Donc j'aimerais surtout que les gens retiennent cette notion de diversité et d'unicité de ces histoires et qu'ils ne résument pas toute la complexité des personnes en fait à une simple histoire de lettres de l'ADN. Merci, Monsieur Verdu. Merci Paul Verdu pour cet échange passionnant et pour nous avoir reçus ici au Musée de l'Homme à Paris. Un grand merci également à toute votre équipe pour l'organisation de cette rencontre. Vous écoutiez Mémoire du Cap-Vert. À très bientôt pour un nouvel épisode. Cet entretien a été préparé et mené à Paris par Elodie Mendes Tavares et Charles Junior Andrade. La réalisation de cet épisode est assurée par Charles Junior Andrade et l'identité graphique du podcast est signée Marilyn Montero de l'Atelier Fab. Nossa vitória está na mão, graças a nosso irmão Cabral, que derrota o colonialismo para libertar seu povo irmão. Ora, já chega, a África já acordar, medo já cá tem, para não bem lutar até fim. Ora, já chega, a África já acordar, medo já cá tem, para não bem lutar até fim.
acordar, nós força já duplicar. Negro já grita vitória, medo já trancas na cor. África já acordar, nós força já duplicar. Negro já grita vitória, medo já trancas na cor. Ora, já chega, África já acordar. Medo já cá tem, para não bem lutar de fim. Ora, já chega, África já acordar. Medo já cá tem, para não bem lutar de fim. Nossa vitória tá na mão, graças a nosso irmão Cabral, que derrota o colonialismo, para libertar seu povo irmão. Nossa vitória tá na mão, graças a nosso irmão Cabral, que derrota o colonialismo, para libertar seu povo irmão. Ora, já chega, África já acordar. Medo já cá tem, para não bem lutar de fim. Ora, já chega, África já acordar. Medo já cá tem, para não bem lutar de fim. Ora, já chega, África já acordar. Medo já cá tem, para não bem lutar de fim. Ora, já chega, África já acordar. Medo já cá tem, para não bem lutar de fim. Ora, já chega.